Bloc 4 Bloc 4. Bloc 4. Alors, on attaque truc sensible. Alors, première question. Supposons que le peuple se soulève et balaye les institutions actuelles en profondeur. Le nouvel État qui surgira, après une inévitable période de transition, aura tout de même besoin d'une police. Une police probablement très différente de celle d'aujourd'hui, mais d'une police quand même. Comment la former, sinon en réutilisant les policiers actuels? Dans le cas contraire, que faire de ces policiers aux compétences souvent limitées à leur mission? Cantonnier. Par ailleurs, le chemin que prennent les choses est celui d'un affrontement avec la police, entre parenthèses actuelle, placée en gardien, en dernier ressort des institutions du capital. Si l'on place la police hors du peuple, ne prend-on pas le risque d'un affrontement encore plus brutal? Ne vaudrait-il pas mieux l'affaiblir de l'intérieur dès aujourd'hui, en l'affectant positivement, tout entière ou au moins des parties, et en répétant que leur camp est celui du peuple? La sédition de la police, on va probablement franchir des frontières, si elle est encore possible, n'est-elle pas le moyen le plus sûr et pacifique d'aboutir à la bascule et de garantir la suite? Dans votre dernier livre, vous identifiez ce que vous nommez le bloc État, police, médias, finances. Et plus loin, bas de page 180, à propos des enjeux auxquels aurait à faire face un mouvement de renversement du capital, vous dites « Les urgences simultanées d'un tel gouvernement de renversement sont celles d'un double arraisonnement immédiat, de la finance et des médias du capital. Quid donc de la police identifiée plus haut? N'aura-t-on pas justement un problème de conflit direct avec la police lors d'un tel mouvement? Je sais pourtant que, pour vous citer, vous ne vous racontez pas d'histoire sur ce sujet-là et vous avez très précisément identifié, notamment dans votre discours, la révolution ne sera pas un pique-nique d'une étroite ligne de crête, le besoin de l'organisation, voire de l'armée, entendu dans un sens potentiellement révolutionnaire, pour opposer une force d'égale intensité à celle qui ne manquerait pas de s'exercer en retour, et à commencer par celle de la vraie armée. Pourquoi donc ne pas, ou ne plus, en faire mention dans ce dernier ouvrage? Est-ce un simple oubli, ou considérez-vous que le problème principal réside désormais bel et bien avant tout dans le couple finance-média, plus que dans le triptyque finance-média-police? Alors non, c'est pas un oubli au sens d'un laps. C'est que c'est une matière que je ne connais pas très bien, que je commence à explorer et avec laquelle je suis moins à l'aise que lorsqu'il faut parler des conséquences économiques ou financières d'une percée gouvernementale de gauche, si jamais il y en a une. Non, je suis très conscient de cette chose-là, hein, mais je ne sais pas encore très bien comment l'attraper. Alors la question précédente, en fait, est double. Ben, évidemment, elle est très accrochée à celle-là. Hein. Comment ça se passe avec la police dans le mouvement de la transition révolutionnaire, si on peut l'appeler comme ça? Et qu'est-ce qui se passe après? Bon, ce qui se passe après, oui, c'est toujours un peu compliqué, hein, ces histoires. Les solutions historiques hésitent entre la purge et la réintégration un peu honteuse. Et là aussi, je n'ai pas de grandes connaissances sur le sujet. Je vois bien que les avantages, les avantages de l'une sont les inconvénients de l'autre et réciproquement. Sur la situation actuelle de la police et le type de contraintes que ça pose à un mouvement et les solutions qui sont suggérées par mon questionneur, je ne suis malheureusement pas complètement d'accord avec lui. Moi, bon, c'était pas dans, si vous voulez, c'était pas dans mes questions, ça, moi, la police. Bon, et il y a 4 ans, oui, nuit debout, 4 ans. Forcément, c'est rentré dans mon paysage de réflexion, d'expérience. Bon, on s'en souvient. Enfin, tous les gens qui ont manifesté contre la loi travail. Et en réalité, pour moi, le moment de bascule, c'est la manif du, je ne sais jamais si c'est le 29 octobre ou le 29 novembre 2015. 29 novembre, je crois, pour la COP 21, où là, si vous voulez, l'état d'urgence à peine voté, on a vu quelles étaient ses réelles finalités. Hein, tenir en respect les opposants politiques. Bon. C'était très très impressionnant, hein, donc NASA aurait pu, etc., gazage d'importance, enfin bon, c'est là que ça a commencé. Alors d'autres que moi font remonter le moment de la bascule à la manifestation pro-palestinienne de l'été 2014. Alors, moi, j'étais pas à Paris à ce moment-là, donc je ne l'ai pas faite, mais ça me semble une généalogie qui se tient. Et donc là, nous, évidemment, avec les Gilets jaunes, on commence à prendre l'entière mesure du problème. Il y a un corps étranger
dans le corps politique, dans le corps social. Et ce corps étranger, c'est la police. Qui est un corps qui est entièrement autocentré, replié sur lui-même, en proie à un syndrome obsidional et qui vit de sa vie propre, en totale autonomie. Je veux dire, la police est tellement coupée du reste de la société qu'elle n'est même plus en état d'apercevoir les solidarités objectives qui pourtant devraient l'unir à ceux qu'on l'envoie matraquer. Donc ça, et là, c'est là qu'il y a quelque chose qui s'est produit et qui est tout à fait impressionnant. Car en réalité, la police émarge au nombre des secteurs maltraités, des secteurs professionnels, des secteurs de la société maltraités par 3 décennies de néolibéralisme et superlativement par le gouvernement Macron. Bon, il y a qu'à voir délabrement des lieux, suicide, enfin tout ce que vous voulez. Hein. Je veux dire, formellement à l'aveugle, c'est la même symptomatologie que chez les profs, les hospitaliers, etc. Je veux dire, rien que de dire la chose comme ça rend le truc presque scandaleux d'incompréhension. Mais là, il y a une espèce de refermement dogmatiquement armaturé autour d'idées extrêmement sommaires, mais puissamment opératoires, j'ai l'impression, sur le thème de la mission défendre l'État, défendre les institutions, c'est-à-dire 2 phrases qui littéralement ne veulent rien dire. Ça ne veut rien dire, défendre l'État, défendre les institutions. L'État, je veux dire, il persévère dans son être. Les institutions, de toute manière, toute l'histoire nous l'atteste, elles sont faites pour être changées. Et c'est même la finalité de la démocratie que de réviser ses propres institutions. Donc si on a une force armée qui les défend contre tout changement, c'est plus la démocratie, ça c'est bien certain. Donc là, il y a quelque chose, et de sorte que, à la fin des fins, ne règne plus que la confusion entre défendre l'État et défendre les occupants de l'État. Mais c'est pas la même chose. Or, c'est ça que fait la police. La police défend les occupants de l'État. La police défend des gouvernements temporaires, éphémères, etc. Mais la chose, si vous voulez, c'est autonomiser dans les têtes policières, notamment dans les étages supérieurs de la hiérarchie, comme une espèce de finalité, enfin c'est un peu oxymorique ce que je vais dire, mais une espèce de finalité intransitive. On défend l'État pour l'État, les institutions pour les institutions, peu importe ce que ça fait, c'est pas le problème, je veux dire, on les défend, etc. Bon, ça c'est un pli, somme toute, très, très connu, quoi, qui est la préférence générique et intransitive pour l'ordre, quel que soit l'ordre. Et donc, en effet, dès que l'ordre est chahuté, la police se sent dépositaire de sa défense. Bon, donc, effectivement, elle n'est pas l'amie des processus révolutionnaires, en général. Hein. On a déjà constaté ça auparavant. Alors maintenant, quant à savoir quoi faire avec cette police. Une fois dit d'ailleurs, parce que je voudrais rajouter que il me semble, mais là il faudrait demander à des sociologues de l'institution policière qui sont sans doute bien plus savants que moi, mais moi il me semble qu'il y a une exploration sociologique de l'institution conduirait nécessairement à mettre en lumière le rôle incroyablement toxique des syndicats de police. Je me souviens de ces années, c'est fini d'ailleurs, on l'observera, où la presse de droite faisait des gorgées chaudes sur la cogestion syndicale du ministère de l'Éducation nationale. Mais comparé à la cogestion syndicale du ministère de l'Intérieur, c'est une énorme blague. Surtout quand vous avez un pantin comme Castaner à la tête, quoi. Vous voyez, donc les syndicats font ce qu'ils veulent avec Guignol. Donc c'est très impressionnant. Hein. Bon, et les syndicats tiennent parce qu'ils ont conquis un pouvoir dans l'institution tel qu'ils peuvent se poser auprès de leurs troupes comme pourvoyeurs de bénéfices matériels. La mutation ici, l'augmentation là, le truc, le machin, je sais pas quoi, le centre de vacances, les conneries habituelles, quoi. Et si bien que on peut pas exclure l'hypothèse que pas mal de policiers adhèrent, pour ces raisons-là, adhèrent à des syndicats dont ils ne partagent pas complètement les plis, les orientations idéologiques. Donc là, il y a quelque chose qui est vraiment très, très problématique.
Alors maintenant, quant à qu'est-ce qu'on fait avec la police actuelle, moi, si vous voulez, on se trouve là reconduit à une alternative que je connais bien, parce que le front, si vous voulez, le front de la controverse passe à l'intérieur de l'ultra-gauche. Donc, en particulier, si vous voulez, c'est l'alternative entre la position d'Éric Hazan, qui crânement tient sa position minoritaire au milieu de nous tous, et nous tous qui disons autre chose, et Éric, lui, dit quelque chose à quoi je ne suis pas insensible quand même, bon, voilà, il dit non, il faut arrêter de taper sur les flics. Il ne parle pas de taper physiquement, hein, mais enfin, quoique ça doit être une conséquence de ce qu'il dit, mais il faut arrêter avec tout le monde déteste la police. Non, il faut plutôt faire la police avec nous. Donc il a une position qui est pasolinienne, mitigée de rationalité stratégique. Alors jusqu'où va cette rationalité stratégique? C'est ça qu'il faut voir. C'est ça qu'il faut voir. Je dois vous dire que j'ai du mal à résister à mes propres affects, qui m'emmènent plutôt vers la ligne tout le monde déteste. Voilà. Alors, cependant, comme je suis un bon garçon, je travaille à une motion de synthèse radicale socialiste. Et donc, je suggère que l'alternative peut être dépassée dialectiquement. La police peut finir par céder, mais à condition qu'elle ait été sacrément mise sous pression avant. Si vous voulez, je pense que le langage de la solidarité d'intérêt, quasiment le langage de la solidarité de classe, ne peut plus rentrer dans ses têtes. Il y a peut-être une époque où ça pouvait, je ne sais pas, je n'ai pas de recul historique là-dessus, il y a peut-être une époque où ça pouvait, mais maintenant ça ne peut plus. Ça ne peut plus parce que l'institution n'en finit pas de prendre des mauvais plis. Elle prend des mauvais plis syndicaux, elle prend des mauvais plis, je ne sais pas comment dire, un peu un barbarisme conceptuel ce que je veux dire, mais je le dis quand même, elle prend des mauvais plis psychiques collectifs. Quand les institutions de la violence lâchent la bride aux individus qui les occupent et qui ne sont pas là par hasard, qui y sont venus, peut-être pas pour tous, mais pour bon nombre d'entre eux, probablement parce qu'ils avaient une sorte d'inclination à la violence, dont ils trouvaient que l'institution policière leur offrait des solutions d'assouvissement, somme toute, intéressantes. Lorsque on en est là et que la hiérarchie n'en finit plus de laisser aller, alors forcément, ça s'incruste, hein, comme un nouveau pli, comme un faux pli, comme on dit. Enfin, là, il est vrai, je ne sais pas, un vrai faux pli, un pli induré, profond, etc. Et pour les faire revenir de ça, parce que là, ils y ont goûté, hein, et ça leur a plu. Je veux dire, vraiment, hein, ça leur a plu. Donc, pour les faire revenir de ça, ça va être coton. Voilà. Alors, moi, je me souviens, par exemple, puisque la deuxième question, elle dit alors, mais oui, parce qu'il parle de l'armée. Est-ce qu'il ne va pas y avoir l'armée aussi? Moi, je ne suis pas si... Peut-être je me trompe parce que je connais encore moins l'institution militaire que l'institution policière. Donc, je risque de dire des énormes sottises, mais très intuitivement, je suis un peu moins pessimiste avec l'armée qu'avec la police. J'ai l'impression que c'est des gens plus raisonnables. Alors, évidemment, elle est aussi, hein, je veux dire, je pense qu'elle est travaillée par ces courants de fascisation, comme ça, c'est... Vous voyez, les sondages ont été faits, hein, sur les orientations électorales de l'appareil de force interne et externe. Je ne sais pas, il y a des casernes autour de Versailles, je vais vous dire le score Le Pen, ouïouïouï, hein, ça fait mal. Mais vous voyez, par exemple, en Égypte, l'armée met crosse en l'air. C'est la police qui est haïe par la population, qui va essayer de tenir jusqu'au bout du bout. Et puis qui va céder à la fin quand les gens commencent à rentrer dans les commissariats et à y foutre le feu, quoi. Donc c'est une vraie révolution, même si on sait qu'elle n'a pas très, très bien tourné. Comme souvent, il y a des choses auxquelles il faudrait peut-être penser. Moi, je ne sais pas, c'est une piste, je ne l'ai pas parcourue, je ne sais pas jusqu'où elle va, hein. Mais il faut que le peuple ait sa force armée. Ça s'appelle la garde nationale, hein. Pendant la Commune, c'était ça. La garde nationale. Bon, alors, tiens, un autre cas de révolution, c'était la révolution iranienne. Alors, indépendamment de tout ce qu'on peut en penser, le nouveau pouvoir théocratique iranien monte sa propre force armée. C'est les passedarans. Parce que précisément, il se méfie de l'appareil qu'il hérite du Shah. Bon, puis les passedarans, vous avez vu, c'est devenu à son tour un État dans l'État. C'est devenu une espèce d'institution colossale, autonome. Mais ça, c'est la merdouille éternelle des institutions, donc c'est une autre question.